Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à cette grande édition d'information sur la télévision Labari. Le procès de l'affaire dite des bébés importés s'est tenu ce matin à la cour d'appel de Niamey sous haute surveillance des forces de défense et de sécurité. Au cours de ce procès, la défense de Hamma Amadou s'est retirée de la salle d'audience après la décision du président de la Cour de joindre l'exception au fond. Les détails dans ce reportage signé Adam Ousmana et Nasser Seydou. Les militantes et militants du Modem F.A. Lumana et au-delà, les sympathisants, parents et amis de Hamma Amadou se retrouvent encore une fois à la cour d'appel de Niamey sous une haute surveillance des éléments des forces de défense et de sécurité dans le cadre du procès de l'affaire dite des bébés importés. Un énième procès pour lequel la Cour décide de joindre l'exception au fond, toute chose que la défense qualifie de parodie de justice. Toute chose que la défense qualifie de parodie de justice inacceptable et par conséquent s'est retirée du procès. Parce qu'il y a une violation grave et manifeste des droits de la défense. Pourquoi je le dis? La première chose, c'est que vous savez vous-même, pour ce qui concerne au moins mon client, c'est la Cour de cassation qui a rendu un arrêt par lequel il doit être évacué en France pour des soins et qui ne regagnera son domicile qu'après un rétablissement définitif. Et compte tenu du fait qu'il ne réside pas au Niger, la citation avait été délivrée à son domicile. Or, la loi, l'article 548 du Code de procédure pénale, dit qu'on doit faire la citation à résidence. Si la personne n'est pas à résidence et n'est pas là, on va ou à la mairie ou au parquet. Et si l'intéressé habite à l'étranger, il faut donc un délai de 60 jours que la loi édicte pour respecter. Le président a pris sur lui la responsabilité de dire que lui, il joint l'exception au fond. Or, ce n'est pas une exception, c'est une citation qu'il a lui-même annulée la dernière fois. C'est le président, sa propre initiative en estimant qu'on n'a pas bien cité, qui a annulé. Il suffisait qu'il dise qu'il annule ou qu'il n'annule pas, et on avance. La deuxième remarque, c'est qu'il y a un avocat. Vous savez, cette affaire, on dit que c'est pas au Nigeria. Il y a un avocat qui suit cette affaire au Nigeria au nom de nos clients. Et qui a écrit à la Cour pour dire qu'il entend se préparer, chercher des documents pour venir plaider devant la justice nigérienne. Le juge a joué l'exception au fond. C'est-à-dire que lui, il a déjà préjugé qu'il va au fond. Hors de cette affaire-là, il n'y a que l'appel du procureur de la République relativement à l'exception de compétences. On n'a jamais statué au fond. Pour juger au fond, il faut que le fond existe. Or, personne n'a plaidé au fond et le président de la République n'a pas fait appel contre un jugement au fond. Face à cette situation, la défense décide de ne pas rester les bras croisés et entend pour cela. Il faut forcément que la Cour constitutionnelle se prononce. Et nous qui avons posé l'inconstitutionnalité, nous avons 5 jours pour saisir la Cour constitutionnelle par une requête écrite. Et à partir de la saisine, la Cour a 30 jours pour statuer. Ce n'est pas à cette Cour de statuer. On ne peut pas être juge et parti. Nous estimons que lorsque la justice prend la responsabilité de pénétrer dans la défense, on n'est plus dans un cadre légal, on n'est plus dans un cadre juridique. Parce que si les règles qui sont prévues par la loi ne sont pas respectées, un avocat n'a pas sa place. C'est pourquoi nous estimons qu'ils n'ont qu'à les juger, ils veulent les condamner. Et l'objectif, vous savez, nous l'avons su, ils veulent appliquer à Hamma l'article sur la déchéance des droits civils et politiques. Ça veut dire l'objectif aujourd'hui, c'est de rendre une décision qui rend Hamma inéligible aux élections prochaines. Donc c'est un objectif politique. Et il faut que les gens mènent un combat politique, puisqu'il s'agit de politique. Quoi qu'il en soit, force est de constater que ce procès qui ternit l'image du pays n'a que trop duré et continue de stigmatiser les pauvres présumés bébés importés qui pourtant restent toujours à la charge des familles accusées d'un acte ignoble. Et la décision de la Cour d'appel relativement à cette affaire est donc tombée cet après-midi même. Hamma Amadou et d'autres personnes impliquées dans cette affaire sont condamnées à 1 an d'emprisonnement ferme. Le conseil d'avocats de Hamma dénonce une parodie de justice et compte faire recours à la Cour constitutionnelle. Dans un instant, vous écouterez l'un des avocats, maître Moussi Boubacar. Signature ce matin à l'hôtel Gawé d'un protocole d'accord entre le Niger, l'Espagne et la France dans le cadre du projet équipe conjointe d'investigation. Le projet financé par l'Union européenne à hauteur de 6 millions d'euros. Le compte rendu de Nasser Dantofo et Sadoudoumi.
La présente signature matérialise ainsi l'engagement des 3 pays, à savoir le Royaume d'Espagne, la République du Niger et la France, dans une coopération policière tripartite à travers le projet Équipe conjointe d'investigation ECI, qui aura pour mission de lutter contre les réseaux criminels organisés liés à la migration irrégulière, la traite des êtres humains, le trafic illicite des migrants. Un projet apprécié à sa juste valeur par le chef de la délégation de l'Union européenne. Cette initiative conjointe permettra en effet la mise en place d'un dispositif efficace de lutte contre les réseaux criminels organisés et plus particulièrement dans les domaines de la collecte et l'analyse du renseignement, des techniques d'investigation et des enquêtes judiciaires visant les trafiquants et les passeurs. Je tiens ici à souligner et à saluer l'important travail préparatoire effectué en amont de la signature de cette convention et en particulier la proactivité des services de police nigériens, matérialisée dès la fin de l'année dernière par la création de l'unité d'investigation spéciale au sein de la DST et par la récente affectation de 12 officiers de police à cette unité constituant la partie nigérienne de l'ESI. La formation de ces personnels est assurée en ce moment même par la mission UCAP Sahel Niger et permettra à l'ESI d'être opérationnel le plus rapidement possible. Par conséquent, la signature de cet accord de coopération policière et la mise en œuvre de ce projet est un pas de plus pour le renforcement de l'excellente coopération existant entre l'Union européenne, ses États membres et le Niger. Et au ministre d'État, ministre de l'Intérieur nigérien, de revenir sur les enjeux de ce protocole d'accord pour le Niger. Je voudrais me réjouir de cette occasion que nous avons eue aujourd'hui de signer ce protocole d'accord qui est un élément de la mise en œuvre des engagements que nous avons pris ensemble à La Valette il y a de cela un peu plus d'une année et demie, lorsque Monsieur le Président de la République, Issoufou Mahamadou, avait pris part à ce sommet qui avait mis ensemble l'Afrique et l'Europe. Et depuis ce jour-là, un fonds fiduciaire a été mis en place et c'est dans le cadre de l'utilisation du fonds fiduciaire d'urgence que nous avons la matérialisation de ce projet d'aujourd'hui et qui est un projet qui en annonce d'autres également dans différents autres domaines, toujours pour le même objectif de la lutte contre le crime transnational organisé et la lutte contre les différents trafics. Le Niger est un pays au centre du Sahel, exposé à tous les risques des trafics, à tous les méfaits des trafics, et un pays exposé, comme vous le savez, à la menace terroriste. Tout ce qui est de nature à renforcer notre police concourt pour notre pays à la lutte en dernière instance contre le terrorisme. Ainsi, ces 6 millions d'euros financés par l'Union européenne qui seront injectés dans ce projet pour mener à bien sa mission et aura comme base la République du Niger, corridor d'immigration clandestine. Et notez qu'auparavant, la délégation ministérielle a eu droit à une visite guidée dans les locaux du service central de lutte contre le terrorisme où croupissent plusieurs personnes présumées terroristes. Je le disais tout à l'heure, la décision de la Cour d'appel relativement à l'affaire dite des bébés importés est tombée cet après-midi même. Hama Amadou et d'autres personnes impliquées dans cette affaire sont condamnées à 1 an d'emprisonnement ferme. Le conseil d'avocats de Hama dénonce une parodie de justice et compte faire recours à la Cour constitutionnelle. On écoute à ce propos l'un des avocats de Hama, Maître Moussi Boubacar. Ce qu'il y a de retenir, c'est qu'en dépit de toutes les exceptions que nous avons soulevées, la Cour a allé outre et a statué. Et ce qui est très grave, c'est que même l'exception d'inconstitutionnalité, qui est une exception dirimante, parce que la loi est claire, à partir du moment où cette exception est soulevée, la juridiction doit statuer, doit surseoir à statuer.
et saisir, transmettre le dossier par un ADD à la Cour constitutionnelle. La partie qui soulève l'exception a 5 jours pour saisir la Cour constitutionnelle par requête écrite. Cette Cour, une fois saisie, a 30 jours à partir de sa saisine pour statuer. Nous avons constaté que la Cour a balayé tout cela là. La Cour a fermé les yeux, a baissé la tête et a piétiné le droit pour se permettre même de juger la recevabilité ou l'irrecevabilité de l'inconstitutionnalité, ce qui est un scandale. Nous venons d'assister à une parodie de justice et comme nous l'avons dit, c'est pour cette raison que nous nous sommes retirés ce matin, parce que nous étions convaincus qu'ils allaient rentrer dans une logique de condamnation. C'est pour cela qu'il est venu. La bonne preuve, c'est que vous avez vu la camionnette qui était là, garée, stationnée pour prendre les gens. S'il n'y avait pas une décision qui était déjà prise à l'avance, comment se fait-il, comment pouvait-on savoir que ces gens-là seraient arrêtés? Quand on juge à la charge, en charge et à décharge. A priori, on ne pouvait pas savoir que les gens seraient condamnés à telle peine d'emprisonnement ferme pour qu'on puisse amener un camion pour les emporter. Ça veut dire que la décision était déjà prise à l'avance. Ce qui est sûr, c'est que nous allons nous pourvoir en cassation. Nous allons exercer les voies de recours que de droit. Et pour cela, Dieu a pu nous éclairer pour pouvoir ces exceptions, pour poser ces exceptions-là, dont le juge est radicalement incompétent pour les rejeter. Sortie médiatique ce matin du syndicat national des contractuels et fonctionnaires de l'éducation de base à SINASEB. Celle-ci pour répondre au coordinateur du comité interministériel de l'éducation, Bazoum Mohamed. Le résumé de ce point de presse suivez plutôt. Lors du point de presse animé par le comité interministériel de l'éducation, le ministre Bazoum Mohamed, coordonnateur du comité, a traité le SINASEB de tous les noms d'oiseaux la semaine écoulée. Ce lundi, le SINASEB a répondu au ministre Bazoum Mohamed à travers cette sortie médiatique. Le secrétaire général du SINASEB n'a pas passé par mille chemins pour dire au ministre Bazoum que leur syndicat a été créé depuis 2006 et rappeler que les contractuels n'ont pas un statut juridique précaire, mais sont dans des conditions précaires. Je voulais rappeler au ministre Bazoum qu'on n'autorise pas la création d'un syndicat. Tout laisse croire que son passage à la tête de certaines sections d'un syndicat bien connu ne l'a pas permis de comprendre comment le syndicat fonctionne. Un syndicat n'a pas besoin d'autorisation. Un syndicat n'est pas une association. Un syndicat se crée par les travailleurs et travailleuses. Un syndicat se déclare et son existence est déterminée par le terrain. Je réfère le ministre Bazoum à la convention 87 de l'OIT qui détermine les conditions de création d'une organisation syndicale. Et je le renvoie également à la Constitution de la 7e République qui reconnaît et garantit l'exercice du droit syndical au Niger. Je le renvoie encore à l'ordonnance 96 qui réglemente l'exercice du droit de grève. Je voudrais rappeler également au ministre Bazoum que ce n'est pas un honneur. Non, c'est parce que nous sommes partenaires qu'on est obligé de rester sur la même table et discuter des problèmes concernant la vie des enseignants. Nous ne sommes pas allés le voir parce qu'il est Bazoum, non. Elle ne nous appelle pas parce qu'il est Bazoum ou parce que nous sommes Moukela Alidou, non. Parce que nous sommes des partenaires et nous sommes liés par rapport à cette question qu'est l'école. Lorsque, dans sa communication, le ministre Bazoum parle des conditions des enseignants, des contractuels, voyez-vous la haine développée, le mépris affiché vis-à-vis de ce corps lorsqu'il parle de la précarité des enseignants. Oui, les enseignants sont dans des conditions précaires parce qu'ils entretiennent les enseignants dans ces conditions. Mais les enseignants n'ont pas un statut précaire. Et comme il l'a dit, il est allé jusqu'à dire que les enseignants contractuels ont un statut extrêmement précaire. Le SINASEB dit être fier de son engagement et reste et demeure non manipulé. Il se demande par ailleurs pourquoi une telle haine du ministre Bazoum Mohamed contre leur syndicat. Qu'il y ait un minimum de réserve, qu'il y ait un minimum de respect pour les enseignants, parce que c'est leur corps également. Mais c'est vrai, on comprend aisément que la politique détruit l'homme. La politique fait changer l'homme. Et aujourd'hui, le sieur Bazoum a complètement changé. Elle oublie même qu'il est enseignant. Mais aujourd'hui que le ministre s'acharne seulement contre le SINASEB, tout laisse croire qu'effectivement le SINASEB a pris le dessus, en tout cas sur le mouvement syndical. Qu'ils disent clairement pourquoi cette haine.
développée contre le SINASEB? Pourquoi cette haine développée contre les enseignants contractuels? Pourquoi cette haine développée contre les responsables du SINASEB? Je préfère qu'il revienne dire clairement aux Nigériens. Et il l'a dit à partie qu'il s'est donné les moyens d'arranger un protocole d'accord le 13 pour empêcher qu'il y ait la marche citoyenne du 21 décembre passé. Voyez-vous quel délire? Est-ce que le mouvement des enseignants est lié à la marche citoyenne? Non. Le SINASEB persiste et signe qu'il va boycotter cette évaluation dans sa forme actuelle. Halidou Moukela, que vous suivrez en partie magazine de ce journal. La synergie cause Niger SINASEB a déclenché pour cette semaine encore une grève de 5 jours pour toujours exiger le respect du protocole d'accord signé le 13 décembre dernier avec le gouvernement. Plus de précisions avec Isaka Oumarou, le du bureau exécutif national du SINASEB. Comme vous l'avez constaté, la synergie cause Niger-SINASEB a encore une fois reconduit la grève pour 5 jours à compter de ce lundi 13 jusqu'au vendredi 17. Donc les motivations de cette grève, c'est parce que nous avons compris d'une part la mauvaise foi du gouvernement, parce que il vous souviendra que nous avons signé un communiqué conjoint le 13 décembre dernier. Et dans ce communiqué conjoint, un certain nombre d'engagements ont été pris par la partie gouvernementale. Mais à l'heure où je vous parle par rapport à tous les engagements pris, il n'y a pas eu de solution. Donc c'est ce qui a amené la synergie cause Niger à durcir le ton. Et vous êtes aussi au courant de la dernière situation née de la volonté du ministère de l'enseignement primaire à vouloir évaluer les enseignants en dehors de ce que la loi a prévu. Donc tout cela nous amène donc à dire que le gouvernement aujourd'hui est animé de mauvaise foi, et il faudrait rappeler aux camarades que le gouvernement était rentré dans une logique de vouloir diminuer les enseignants. C'est ce qui a amené le ministère à vouloir imposer de force cette évaluation. C'est pourquoi au niveau de Cause Niger, nous avons rejeté catégoriquement cette évaluation et nous avons demandé aux camarades de le boycotter. Et par rapport à la grève de 5 jours qui commence aujourd'hui, alhamdulillah, nous avons fait le tour des écoles. La grève est largement suivie et nous avons eu les échos à l'intérieur du pays. Là aussi, c'est satisfaisant. Donc, nous allons profiter de votre micro pour féliciter et remercier nos camarades pour leur constante disponibilité et leur suivi de nos mouvements. Et Inch'Allah, nous allons continuer jusqu'au bout parce que nous avons compris, au moment où nous sommes dans une logique de négociation, au moment où nous sommes en train de vouloir penser que les choses vont s'améliorer pour une fois, c'est en ce même moment que le comité interministériel sort pour discréditer le SINASEB, pour discréditer les structures syndicales et leurs responsables. Nous disons que c'est une provocation vis-à-vis des structures syndicales que nous n'allons pas tolérer, et nous allons continuer à nous battre jusqu'à ce que ceux qui sont en face de nous respectent encore le droit syndical, respectent les structures syndicales, respectent aussi la Constitution, parce que le droit de grève est reconnu par la Constitution. Donc nul ne peut nous empêcher d'aller en grève, sauf si aujourd'hui le gouvernement se fasse un peu la situation et revienne à des meilleurs sentiments pour nous appeler, pour nous faire des propositions concrètes que nous n'avons jamais refusées. Nous sommes toujours disponibles au dialogue et nous allons continuer à être disponibles au dialogue, mais nous disons que nous n'allons pas reculer face à des intimidations, nous n'allons pas reculer face à des menaces, et nous allons continuer la lutte, Inch'Allah. Inauguration cet après-midi d'un nouvel immeuble du Niger Télécom, qui est cet opérateur global national des télécommunications né de la fusion entre la Sonitel et Sahelcom. C'était en présence du ministre des Télécommunications et de l'économie numérique et de plusieurs autres invités. Le compte rendu de Abdul Razak Hamidou et Chebou Guissou. C'est un bâtiment flambant neuf qui vient d'être inauguré. Un bâtiment qui abritera désormais Niger Télécom, la nouvelle société nationale des télécommunications née de la fusion des ex-Sonitel et Sahelcom. Comme vous le constatez, nous sommes au pied d'un immeuble auréolé aux couleurs de Niger Télécom, opérateur global national de télécommunications. Cet immeuble constitue donc désormais le siège social de Niger Télécom, et la présente cérémonie consacre son inauguration. Niger Télécom est une nouvelle société nationale de télécommunications
nœud de la fusion des ex-Sonitel et Sahelcom. La naissance de cette nouvelle société procède d'une volonté politique des plus hautes autorités du Niger, notamment du président de la République, son Excellence M. Mahamadou Issifou, qui, dans ses différents engagements, a mis en avant l'amélioration des conditions de vie des populations nigériennes. En tant que dirigeant de cette nouvelle société, nous avons conscience de la lourde responsabilité qui est la nôtre pour que l'IFE Niger Telecom soit à la hauteur des attentes du peuple et des dirigeants nigériens. Après le discours de bienvenue, s'en est suivi la coupure du ruban et une visite guidée. Le ministre des Télécommunications, des Postes et de l'Économie numérique ne cache pas sa satisfaction quant à la réception de cet immeuble constitué d'un rez-de-chaussée et d'un étage à 2 niveaux. Les impressions, elles sont bonnes. Elles sont excellentes d'ailleurs, puisque vous-même vous venez de constater que le site est un endroit idéal. Et un cadre de travail qui est conforme aux ambitions que le président de la République nourrit pour ce secteur-là. Il faudrait peut-être le rappeler que Niger Telecom est la nouvelle société de télécommunications, mais la nouvelle société qui est créée suite à la fusion de Sonitel et Sahelcom. Donc c'est vraiment l'opérateur historique du Niger et que les ambitions que le président de la République nourrit pour ce secteur, c'est lui d'assurer la couverture totale du pays aux moyens de communication, doit reposer d'abord sur le secteur public, donc sur l'opérateur public. Et c'est pour ça que nous avons voulu donner cette impulsion, donner un peu plus de visibilité. Nous l'avions fait maintenant pour Niamey, mais certainement que ça va s'étendre pour le reste du pays. Bien vrai aussi que le nouvel immeuble qui est là a été plus ou moins acquis suite à la sollicitation du terrain que nous avions cédé pour l'organisation des Jeux, pour l'organisation de la conférence de l'Union africaine, parce que vous le savez très bien que le centre de conférence sera établi, sera construit à ce niveau-là. Donc c'était la raison pour laquelle que nous avons voulu remettre ce terrain, mettre ce terrain à la disposition de la conférence et faire en sorte que Niger Telecom puisse trouver un bâtiment. Pour rappel, il ne s'agit pas du lancement des activités de Niger Telecom, mais bien de l'inauguration du nouveau bâtiment qui l'abritera désormais. Célébration jeudi dernier à Difa de la fête de motivation des agents de santé de la région. C'est le gouverneur de Difa qui a présidé cette cérémonie en présence du représentant du ministre de la Santé publique. Il vous souviendra, il y a quelques semaines, la région de Difa a bénéficié de 2 ambulances offertes par le programme de gestion de risques de catastrophes et de développement urbain PGRCDU. L'une des ambulances a été octroyée à la commune rurale de Vlatari, objet de cette cérémonie. Occasion pour le préfet du département de Ménosoroa, qui remettait les clés au maire de cette commune, de remercier le programme de gestion de risques de catastrophes et du développement urbain pour les efforts consentis dans son entité administrative. Aujourd'hui, je pense que le chef de l'État a essuyé vos larmes, comme on dit chez nous, et avec l'aide du PGRCDU, la commune de Vlatari vient donc d'avoir son ambulance. Si l'État, à travers le PGRCDU, a rempli son contrat en faisant en sorte que toutes les communes du département de Méné aient une ambulance, je pense que vous avez aussi une part de contrat à remplir, c'est d'entretenir ce joyau. En recevant les clés de cette ambulance flambant neuve, le maire de la commune rurale de Vlatari, très ému, a indiqué que ce don est venu à point nommé. Vous venez de nous laisser une grosse larme par rapport à ce don d'ambulance. C'est un de nos besoins fondamentaux que vous venez de satisfaire. En effet, nous avons chacune de nos sessions relevé dans nos PV ce besoin crucial d'ambulance. Nous sommes aujourd'hui une commune de plus de 30 000 habitants, selon le dernier recensement général de la population. Nous avons un CSI au niveau du chef-lieu de la commune et 5 cadres de santé, dont 2 fonctionnels, 2 ou 3 fonctionnels. Cette ambulance vient vraiment à point nommé. Nous en remercions très sincèrement le programme PGRCDU qui vient de faire ce don.
Nous remercions également le gouvernement de la République du Niger à travers vous pour cette marque justement, à travers cet appui-là qui vient résoudre un gros problème en ce qui concerne la santé de nos populations. A noter que la cérémonie s'est déroulée en présence du médecin-chef du district de Menesoroa, du représentant du chef de groupement Pel de Foulatari et de plusieurs autres invités. C'était donc la cérémonie de réception d'une ambulance au profit de la population de Foulatari et environnant, un geste du projet de gestion de catastrophes et de développement urbain PGRC2U. Je le disais, célébration jeudi dernier à Difa de la fête de motivation des agents de santé de la région. C'est le gouverneur de Difa qui a présidé cette cérémonie en présence du représentant du ministère de la Santé publique. L'insuffisance, voire l'inégale répartition des professionnels de la santé à travers toute l'étendue du pays constitue l'un des principaux goulots d'étranglement pour l'offre de services et de soins de qualité aux populations. À Difa, malgré l'insuffisance du personnel en quantité et en qualité et le contexte sécuritaire, les agents de santé continuent à mener leur activité sans relâche pour assurer une meilleure santé aux populations autochtones, aux déplacés et aux réfugiés de la région. La cérémonie du jeudi dernier consacre ainsi la reconnaissance et les encouragements aux services et aux agents qui ont été identifiés, performant sur les indicateurs clés retenus. Ils ont donc été récompensés compte tenu de la qualité de leur travail, le sacrifice et le dévouement dans l'accomplissement de leur cahier de charges. Ainsi, plusieurs services de santé de la région et plusieurs agents en exercice comme à la retraite ont reçu des cadeaux du ministre de la Santé publique à travers la Direction régionale de la santé. Parmi ces distinctions, on peut noter particulièrement celle de l'infirmier de santé de Kawa, dans le département de Ningimi, qui a obtenu une bourse d'études pour le niveau supérieur de plus d'1 million de francs CFA. Le district de santé de Difa a reçu le prix de la meilleure performance et les autres districts des prix d'encouragement. Occasion pour le gouverneur de la région de saluer cette initiative. Au nom des plus hautes autorités de la 7e République et au nom du ministre de la Santé publique, nous saluons cette initiative louable du directeur régional de la santé publique et ses collaborateurs. C'est le lieu pour moi de leur renouveler tous mes remerciements et mes encouragements et également de leur exprimer ma reconnaissance et ma profonde gratitude. Aussi est-il nécessaire de vous rappeler que l'abnégation, le courage, l'accueil chaleureux, le dépassement de soi et l'empathie sont les maîtres mots qui constituent le valeur cardinal de la profession. A noter que le directeur régional de la santé publique, Dr Arbanou, qui a été promu directeur général de la santé publique au ministère de la Santé au cours du dernier conseil des ministres, a reçu un témoignage de satisfaction décerné par ses collègues. Accident spectaculaire ce lundi aux environs de 13h à l'échangeur en Malibéro devant le domicile de l'ancien président Tanja Mamadou. Plus de peur que de mal, les 4 occupants de la voiture qui a fait plusieurs tonneaux étaient sortis indemnes. Le compte rendu de Hassan Saleh Mustafa et Ibrahim Abdou. C'était à la descente de l'échangeur Jori Hamani que la jeune conductrice de cette voiture de marque Honda avait perdu contrôle et percute d'abord cette partie de l'échangeur avant de faire plusieurs tonneaux et atterrir sur un autre véhicule en stationnement devant le domicile de l'ancien président de la République, Tanja Mamadou. Une scène similaire à celle d'un film de Hollywood, les témoins racontent. lokacin muna ta yi mace na baya gare mu a wata katkat baya gare ta haka après na san ta sauko nan da gudu to bayan lokacin la voiture était juste derrière notre véhicule. Brusquement, on a entendu un bruit inhabituel. Au moment où j'ai regardé, la voiture faisait déjà des tonneaux pour finir sa course ici sur ce véhicule. daga nan dai ne tun da nan da mota ta kubcike take tano sai ta kubcike ta zo nan ga to bayan lokacin nan to ban tsaya ba to lokacin kaya garan sai na wuce na je kan kayan wallahi ne dai gogoro. J'ai aperçu à la descente de l'échangeur le véhicule à toute vitesse et ils jouaient avec. Quand ils ont perdu le contrôle, la voiture a percuté les bordures. Elle a fait tonneau avant de chuter ici.
j'étais assis juste ici. Ce sont des jeunes, apparemment, ce sont des élèves. Et vraiment, ils ne sont pas blessés. En tout cas, de la façon dont je les ai vus, aucun blessé grave. 4 personnes étaient à bord de cette voiture conduite par une jeune fille, 2 garçons et 2 filles qui sont sortis heureusement indemnes selon les témoins. Nous en venons à présent à la partie magazine de ce journal. Elle est consacrée au point de presse animé ce matin par le secrétaire général du syndicat national des contractuels et fonctionnaires de l'éducation de base, SINASEB, qui répondait au coordonnateur du comité interministériel de l'éducation, Bazoum Mohamed. Très bonne réception. Je voulais le dire humblement que cette réponse ou cette sortie que nous faisions, non pas pour entretenir encore la polémique autour d'abord des faussetés qui auraient dû être dites par ces 2 ministres, mais plutôt pour rétablir un peu la réalité des faits. Le ministre d'État, dans la communication, une certaine haine a été développée contre le SINASEB, ses responsables et d'ailleurs ses militants. Une haine qui ne se justifie pas de la part des partenaires. Le ministre d'État, dans sa dérive, est allé jusqu'à dire parce qu'ils avaient permis la création des syndicats, des contractuels, qu'ils se permettent d'honorer ces syndicalistes pour les recevoir et discuter avec eux. Je voulais rappeler au ministre Bazoum qu'on n'autorise pas la création d'un syndicat. Tout laisse croire que son passage à la tête de certaines sections d'un syndicat bien connu ne l'a pas permis de comprendre comment le syndicat fonctionne. Un syndicat n'a pas besoin d'autorisation. Un syndicat n'est pas une association. Un syndicat se crée par les travailleurs et travailleuses. Un syndicat se déclare et son existence est déterminée par le terrain. Je réfère le ministre Bazoum à la convention 87 de l'OIT qui détermine les conditions de création d'une organisation syndicale. Et je le renvoie également à la Constitution de la 7e République qui reconnaît et garantit l'exercice du droit syndical au Niger. Je le renvoie encore à l'ordonnance 96 qui réglemente l'exercice du droit de grève. Je voudrais rappeler également au ministre Bazoum que ce n'est pas un honneur. Non, c'est parce que nous sommes partenaires qu'on est obligé de rester sur la même table et discuter des problèmes concernant la vie des enseignants. Nous ne sommes pas allés le voir parce qu'il est Bazoum, non. Et il ne nous appelle pas parce qu'il est Bazoum ou parce que nous sommes Moukela Alidou, non. Parce que nous sommes des partenaires et nous sommes liés par rapport à cette question qu'est l'école. Lorsque, dans sa communication, le ministre Bazoum parle des conditions des enseignants, des contractuels, voyez-vous la haine développée, le mépris affiché vis-à-vis de ce corps lorsqu'il parle de la précarité des enseignants. Oui, les enseignants sont dans des conditions précaires parce qu'ils entretiennent les enseignants dans ces conditions. Mais les enseignants n'ont pas un statut précaire. Et comme il l'a dit, il est allé jusqu'à dire que les enseignants contractuels ont un statut extrêmement précaire. Tout laisse croire que le ministre d'État, le ministre chargé de l'Intérieur, méconnaît les textes de la République du Niger. Je vous donne le statut général de la fonction publique. Le statut général de la fonction publique du 23 juillet 2007, qui, au niveau du titre 3, parle des dispositions applicables aux agents contractuels de la fonction publique. Les contractuels de l'État sont régis au même titre que les fonctionnaires par le statut général de la fonction publique. Malheureusement, je constate, et le peuple nigérien ou l'opinion à travers nous, que et le ministre d'État et le ministre qui emploie les enseignants méconnaissent les textes sur les bases desquelles ils doivent continuer à gérer le système éducatif nigérien et à gérer le personnel enseignant. Malheureusement, c'est ça la difficulté que nous avons. On ne gère pas une administration de la même façon qu'on estime que le matin on se lève chez soi et qu'on peut faire ce qu'on veut. Le ministre est allé jusqu'à dire qu'il reçoit le chef des contractuels
en matière de syndicats. Je suis désolé. Il n'y a pas de chef. Si à leur temps, ils pensaient être le chef des enseignants, nous ne sommes chefs de personne. Nous sommes des camarades. Nous sommes secrétaires généraux d'un syndicat. Et à ce titre, nous devons respect à tous les militants. Nous n'agissons pas en chef, mais nous agissons en exécutant. Nous exécutons les consignes développées par notre organisation. Nous avons les directives de notre organisation et nous consignons, nous les exécutons. Nous n'agissons pas en tant que chef. Et je crois que les camarades sont là. Le ministre d'État Bazoum est allé jusqu'à dire que le secrétaire général du SINASEB, le petit syndicaliste comme il l'appelle, n'a même pas daigné répondre à sa première invitation. Non, monsieur le ministre, ce n'est pas votre invitation. Ce n'est pas votre invitation. Le gouvernement nous a conviés à une rencontre. Malheureusement, là où le problème se pose, c'est que le ministre qui a en charge la sécurité publique, apparemment, n'est pas informé de la situation de ses administrés. La rencontre du 13, dont il parle, le 12 au soir, la nuit du 12 au 13, le secrétaire général du SINASEB a pris le vol Royal Air Maroc pour aller à Tunis. Et il était arrivé à Tunis. Le 13, au moins, il signait le protocole. Il était à Tunis. Comment est-ce que quelqu'un qui se trouve à Tunis peut se prévaloir d'être dans la salle de conseil de cabinet à la primature? Parce que simplement, c'est lui, le ministre d'État, qui préside la rencontre. Non. Qu'ils comprennent que nous sommes une organisation. Et ce n'est pas pour rien que dans une organisation, on a des adjoints. Voyez-vous que au niveau du SINASEB, nous avons 4 secrétaires généraux. Les 3 sont là, l'autre est encore en déplacement. Si le premier responsable n'est pas là, il a toujours quelqu'un pour le remplacer. Il ne seconde pas. Il le remplace avec la plénitude des pouvoirs. Et qu'ils doivent le comprendre. Nous ne gérons pas une association où on pense que le président est le chef, c'est lui qui fait tout. S'il n'est pas là, personne ne peut. Parce qu'ils nous ont montré cela. Vous vous rappelez qu'une fois, on devrait avoir une rencontre avec le comité interministériel. Le jour-là, il devrait voyager. On nous appelle pour nous dire que la réunion est reportée parce que le président du comité n'est pas là. Non, nous n'agissons pas et nous ne développons pas les mêmes compétences, monsieur le ministre. Par rapport au problème qui nous lie aujourd'hui, la préoccupation principale sur la question des mouvements engagés. Et c'est là où nous disons que le SINASEB doit être fier aujourd'hui, doit être fier de sa présence sur l'échiquier syndical nigérien. Voyez-vous que ces mouvements ne sont pas des mouvements engagés par le SINASEB, mais plutôt par une coalition de syndicats. Plus de 40 syndicats se retrouvent. Vous prenez Cause Niger, on dit Cause Niger et SINASEB. Prenez les préavis, vous allez constater. Cause Niger, c'est quoi? C'est la fusion de 2 fédérations. Le CEPRAS et la FISEN. Plus de 40 syndicats se trouvent là-bas. Le SINASEB, certes, c'est un seul syndicat qui s'est associé avec ces 2 regroupements par la suite pour créer la synergie Cause Niger-SINASEB pour défendre valablement les enseignants du Niger. Mais aujourd'hui que le ministre s'acharne seulement contre le SINASEB, tout laisse croire qu'effectivement le SINASEB a pris le dessus, en tout cas sur le mouvement syndical nigérien. Et qu'il le dise à l'opinion, qu'ils disent clairement pourquoi cette haine développée contre le SINASEB, pourquoi cette haine développée contre les enseignants contractuels, pourquoi cette haine développée contre les responsables du SINASEB. Je préfère qu'il revienne dire clairement aux Nigériens. Et il l'a dit à partie qu'il s'est donné les moyens d'arracher un protocole d'accord le 13 pour empêcher qu'il y ait la marche citoyenne du 21 décembre passé. Voyez-vous qu'il délire? Est-ce que le mouvement des enseignants est lié à la marche citoyenne? Non. On est allé, effectivement, on a signé un accord. Le secrétaire général, le premier adjoint qui est là, c'est lui qui a paraphé le communiqué conjoint du 13 décembre. Qu'ils disent clairement à l'opinion, au lieu de venir insulter la conscience des enseignants, insulter les Nigériens de manière générale, parce qu'en s'attaquant au corps des enseignants, ils s'attaquent au peuple nigérien, sans le savoir. Qu'ils disent clairement par rapport aux engagements, qu'est-ce qui a été honoré sur les points d'accord du 13? Qu'est-ce que lui, en tant que président du comité,
a pu faire pour effectivement maintenir cette stabilité retrouvée juste après la signature de l'accord. Parce que juste après la signature de l'accord, nous avions rempli notre part d'engagement. C'était de reprendre les cours. Et les cours avaient repris effectivement. Mais eux, ils ont fait quoi? On prend les premiers points, s'il vous plaît. La question de paiement des arriérés des pécules. Ça a été écrit noir sur blanc sur le communiqué. Au 31 décembre 2016, le président de la République, dans son message à la nation, la nuit du 17 au 18 décembre, avait réaffirmé qu'effectivement, les arriérés seront épongés au 31 décembre. Nous avons les camarades qui sont dans cette salle. Et vous avez suivi avec nous, nos amis de la presse. Parce qu'au 31, vous étiez venus ici demander si effectivement les arriérés étaient épongés. La réponse, vous avez encore les images avec vous. La réponse était que les arriérés n'étaient pas épongés au 31. S'agit-il là d'une violation du communiqué conjoint? Oui ou non? Oui. Alors, ils avaient violé délibérément. Et là où ça fait mal, lorsqu'ils permettent au président de la nation de se prononcer et qu'il ne crée pas les conditions d'honorer la parole du président de la République, ça fait honte. C'est extrêmement grave pour notre pays. C'est une trahison. Les arriérés ont été épongés courant mois janvier, voire début février. Dans sa communication, il avait dit que non, ils ont épongé. C'est seulement ceux qui ont, les contractuels qui ont délibérément domicilié leur pécule dans les institutions de microfinance qui n'ont pas pu avoir à temps. Je rappelle qu'il ne faut pas qu'ils nous créent des problèmes avec ces institutions de microfinance. Ce sont des partenaires à nous. Même si ce n'est pas au plan national que des accords ont été signés, mais quand même, ces institutions de microfinance, à un moment, c'est elles qui avaient sauvé les enseignants contractuels. Parce que les institutions, telles qu'il l'avait cité, excusez-moi, parce qu'il avait cité Asusu. Asusu avait préfinancé jusqu'à 3 mois. 3 mois de pécule. Et ils n'ont pas été en mesure de mettre cette institution dans ses droits. Au moins, ils devraient le faire. Et comme nous l'avons dit, le paiement à terme échu. Aujourd'hui, nous sommes le 13 mars 2017. Les pécules du mois de février 2017, en dehors de Niamey et Maradi, et de la région de Tillabéri, qui commence ce matin, je dis bien ce matin, il n'y a pas d'autres localités où les pécules ont été payés. Alors, qu'on nous dise qu'on a tout réglé, ils refusent de croire. On ne peut pas croire à des paroles qui ne tiennent pas. On ne le fera pas. On ne le fera pas pour lui. On ne le fera pas parce que les camarades sont déterminés à poursuivre ce combat pour restaurer la dignité de l'enseignant parce que eux, ils ont dénigré délibérément les enseignants. Et qu'ils comprennent que lorsqu'ils parlent d'enseignants, lorsqu'ils parlent de contractuels, lui, le ministre d'État Bazoum, qu'ils disent que les contractuels sont dans une situation précaire. Je reviens là-dessus. D'accord. Les contractuels avaient commencé le contrat avec 40 000 francs. Je ne parle pas du volontariat, je parle du contrat. Avec 40 000 francs, même si en son temps, il volait 1 000 francs sur chaque pécule. En région, aujourd'hui, les contractuels se retrouvent avec plus de 75 000 francs de pécule. C'est le terrain, c'est la lutte qui nous a permis de l'avoir. Ce n'est pas parce qu'ils se sont levés un beau matin pour dire on va augmenter sur les pécules des contractuels. Non, comprendre le cheminement et avec vous, nos amis de la presse. De 2006 à aujourd'hui, vous avez suivi avec nous les mouvements engagés, les accords signés et les acquis arrachés de haute lutte qu'aujourd'hui, le sieur Bazoum et son staff veulent vouloir remettre en cause. La question du recrutement à la fonction publique, c'était un acquis arraché en 2008 par la Coordination nationale des contractuels de l'éducation. En ce moment, ils étaient où? Ils étaient à l'opposition. Nous l'avions arraché. C'est ça qui a permis le recrutement des contractuels à la fonction publique. Et c'est ça qui a permis la modification de ce statut pour permettre le recrutement direct des contractuels à la fonction publique. Et le premier recrutement est intervenu en 2009. Avec 4036 enseignants recrutés la même année. Lorsque, dans leur communication, ils font croire que ils recrutent les enseignants, ils font. Je vous fais la genèse. 2009, il y a eu 4036 enseignants recrutés. 2010, avec la transition de Salou, on a recruté 3900 enseignants à la fonction publique. 2011, le régime actuel de la 7e République a recruté 2500 enseignants à la fonction publique. Mais alors,
Voyez-vous, de 2011 à aujourd'hui, 2017, il y a eu ce seul recrutement achevé de 2011. À l'heure où je vous parle, les recrutements 2012-2013 n'ont pas été achevés. Nous avons 476 camarades qui attendent encore leur numéro matricule. Le recrutement 2014, 4200 enseignants qui jusqu'à aujourd'hui n'ont pas encore reçu leur matricule. Qu'ils nous disent clairement pourquoi cela est arrivé. Pourquoi on n'a pas attribué ces matricules-là. Qu'ils le disent. Je parle du recrutement. Sur 7 ans, ils ont fait un seul recrutement achevé. Et qu'ils nous disent qu'ils ont recruté. Je les mets au défi de nous dire, en dehors du recrutement de 2011 achevé, le recrutement qu'ils ont pu organiser et qui aujourd'hui les camarades bénéficient effectivement des avantages liés à ce recrutement. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas, camarades. La question relativement à l'ouverture des recrutements, le communiqué avait dit clairement que dans 2 semaines, un comité sera installé qui va faire la modification du décret. Aujourd'hui, le décret n'est pas modifié. 3 mois après, le décret n'est pas modifié. Et pourtant, c'est ça qui détermine l'ouverture des recrutements au titre des années 2015 et 2016. On doit continuer à croiser les bras parce que c'est eux, c'est le pouvoir, jusqu'à ce qu'ils aient la volonté de le faire pour qu'ils le fassent. Ce n'est pas ça le syndicat, malheureusement. Je rappelle encore une fois de plus au gouvernement de la 7e République qu'il se détrompe. Qu'il se détrompe. En matière de gestion de mouvement, de l'exercice du droit de grève, il n'y a pas de menace à proférer à l'endroit des militants. Il n'y en a pas. La loi l'interdit. Mais pourtant, il continue à menacer les camarades. La honte, c'est que il continue à demander à ce que les inspecteurs, les DREP, services contre les enseignants. Mais ils oublient que c'est aussi une violation de la Constitution. C'est une violation des dispositions qui réglementent l'exercice du droit de grève. Mais nous avons décidé également que pendant la grève, lorsque les inspecteurs vont se permettre de sillonner les écoles pour menacer nos camarades, nous allons également dépêcher des missions pour faire le tour effectivement des écoles pour sécuriser nos camarades. Ils ont en charge la sécurité, mais ils sont en train d'insécuriser nos camarades. Mais je crois que nous allons prendre aussi l'engagement de sécuriser nos camarades par rapport à l'accomplissement de leur droit constitutionnel, le droit à la grève. C'est reconnu, je ne le dis pas parce que je dois le dire, parce que la Constitution l'a prévu. Et on doit être respectueux des lois et règlements de notre République. J'ai ici le récépissé. Le récépissé du dépôt des statuts et règlements intérieurs du SINASEB en 2006, en février 2006. La première sortie officielle du SINASEB était intervenue le 17 mars 2006. Qu'aujourd'hui, que le sieur Bazoum vienne s'asseoir pour dire qu'ils ont autorisé, on n'autorise pas. Ils ont permis, on ne permet pas. Qu'ils se sont donné le luxe de recevoir. Non, vous ne recevez pas. Ce n'est pas un honneur de nous recevoir, non. Si nous sommes des partenaires, je reviendrai plus en détail par la suite. Maintenant, je rappelle juste, j'ai fait le cheminement de là où se trouvent les contractuels aujourd'hui, qu'ils estiment, parce qu'aujourd'hui il est nanti, les contractuels sont misérables, d'accord, mais les contractuels aujourd'hui sont encore 1000 fois mieux que eux, à leur temps. Pour ceux qui ne le savent pas, le sieur Bazoum, c'est un enseignant comme nous, comme vous et nous. Il est enseignant de carrière. Mais il a commencé, s'il vous plaît, il a commencé en tant que civicar. Il a commencé en tant que civicar au lycée Agba de Tawa. Qu'il n'oublie pas son passage. Aujourd'hui, les enseignants contractuels qu'il est en train de dénigrer, sont encore mieux payés. Je dis bien mieux payés que le civicar que nous avons connu au lycée Agba de Tawa. Qu'il se rappelle de cela. Qu'il y ait un minimum de réserve, qu'il y ait un minimum de respect pour les enseignants, parce que c'est leur corps également. Mais c'est vrai, on comprend aisément que la politique détruit l'homme. La politique fait changer l'homme. Et aujourd'hui, le sieur Bazoum a complètement changé. Il oublie même qu'il est enseignant. Voyez-vous, là où nos responsables qui nous gèrent ne sont pas, malheureusement, excusez-moi du terme, je dois l'utiliser, ils ne sont pas honnêtes envers nous. Ils ne sont pas honnêtes envers le peuple. Parce que la note circulaire de Marté a été claire. Il avait parlé d'évaluation obligatoire pour tous les enseignants créés en main. Je dis bien créés en main. Et il dit pour faire l'évaluation, il faut déposer des dossiers. Il ne s'agit plus d'une évaluation. Il s'agit d'une autre chose. Et voilà pourquoi, au niveau de Cause Niger et SINASEB,
nous avons dit il faut qu'on soit extrêmement attention. Il faut qu'on fasse attention parce que cela n'est pas l'évaluation que nous avons connue. Pour évaluer le statut de la fonction publique, le statut particulier de l'enseignant, à dégager les mécanismes d'évaluation des enseignants. Mais lorsque on veut vouloir prendre des enseignants, le mettre dans des classes pour les soumettre à 2 épreuves, une épreuve de français, une épreuve de mathématiques, est-ce que réellement, honnêtement, c'est ça qui déterminera la performance d'un enseignant sur le terrain? L'enseignant a toujours été évalué sur le terrain. Et nous leur avons dit cela. Évaluons les enseignants sur le terrain, en situation de classe. C'est ça qui permet de déterminer les défenses d'un enseignant afin qu'on puisse corriger. Lorsqu'ils ont compris leur dérive, ils étaient sortis dans la communication de Martin pour dire que non, c'est des faux diplômes qu'ils cherchent à détecter. Les faux diplômes, on est d'accord. Mais qu'on nous dise où se trouve le rapport de la Halcia. Il vous souviendra qu'au mois de mai passé, la Halcia a fait le tour du Niger pour aller chercher les dossiers des enseignants pour effectivement des contrôles de conformité. Où se trouve ce résultat? On est d'accord. Et comme ils le font croire, nous n'avions jamais dit que nous ne sommes pas d'accord par rapport à une quelconque évaluation. Nous avons dit que nous ne sommes pas d'accord par rapport à cette évaluation dans sa forme. Qu'on revienne à l'évaluation qu'on connaît, qu'on revienne à l'évaluation telle que définie par les lois de notre pays. Par rapport au dossier, ils reviennent pour dire que c'est pour conformité qu'ils reprennent leur arrêté, leur note circulaire, qu'ils demandent à tous les enseignants, du ministère à ceux qui sont sur le terrain, de déposer, et on va faire la vérification, la conformité des diplômes de tout un chacun. Je suis convaincu qu'au cabinet du ministre, on trouvera des faux diplômes. On en trouvera. On est d'accord qu'il faille aller chercher ceux qui ont les faux diplômes. Mais notre inquiétude aujourd'hui, Dieu nous donne raison. Je vous donne, pour votre information, il y a eu des arrestations. Dans un premier temps, les mois passés, pour ceux qui ont les faux diplômes. À Niamey, à Tilaberi, à Saï. Malheureusement, aujourd'hui, je vous dis, tous les camarades qui étaient à la prison de Saï ont été libérés. Je pose cette question au ministre en charge de l'Intérieur, qu'il nous dise comment est-ce que ceux qui se trouvent à la prison civile de Saï ont été libérés alors que ceux de Niamey et de Tilaberi croupissent encore en prison. Je ramène encore la même question, que le ministre de l'Intérieur nous dise qu'est-ce qui s'est passé pour que le garde qui a été pris avec sa femme, qui a été amené à la prison civile de Niamey, au même titre que d'autres camarades arrêtés, pourquoi ce garde et sa femme ont été libérés? Qu'ils nous répondent à cette question. Voilà pourquoi, camarades, nous avons dit, nous n'avons pas de pays, nous avons un seul pays. Nous n'avons pas de justice, nous avons une seule justice. La justice doit sévir pour tout le monde. Malheureusement, nous constatons qu'on est en train de faire, comme on l'appelle, les 2 poids 2 mesures. Et aujourd'hui, c'est un défi qu'on leur lance, qu'ils viennent nous dire le contraire de ce qui a été dit par rapport à ces libérations. Et pourquoi les autres continuent à croupir encore en prison. Donc, voyez-vous, camarades, ce n'est pas parce que nous avons peur, non. C'est parce que nous n'avons pas foi en ce qu'ils sont en train de vouloir faire. Et la preuve est là aujourd'hui. Et je dis, nous attendons leur réaction, nous attendons la réponse qu'ils vont nous donner. La question de l'évaluation, nous sommes d'accord, mais à condition que ça respecte les lois et règlements en matière de gestion du personnel enseignant. Qu'on revienne par rapport à ça. Et je suis convaincu, je finirai par ça, qu'aujourd'hui, tel qu'ils l'ont voulu, mettre les enseignants en classe pour 2 épreuves, si aujourd'hui on amène les membres de l'équipe gouvernementale, on les met dans cette salle avec des épreuves de dictée et de mathématiques, ils sortiront tous avec des 0. Ils sortiront parce que aujourd'hui leur comportement reflète effectivement, leur comportement sur le terrain reflète effectivement leur niveau de compréhension de la chose publique. Lorsque camarade, le ministre de l'Intérieur parle avec une certaine haine, avec une certaine hargne contre nous, qu'il ne sait pas que nous n'étions pas sur le territoire, cela doit nous faire peur. Non pas parce qu'il nous a menacés personnellement, non, ce ne sont pas ces menaces qui nous font peur, mais lorsqu'on constate que le premier responsable en charge de l'Intérieur, le premier responsable en charge de la sécurité publique ne maîtrise pas la sécurité de ses concitoyens, c'est dangereux. C'est dangereux pour nous.
Et il va falloir qu'on corrige le plus tôt que possible. Ce n'est pas que je le menace, mais c'est juste un conseil de petit frère que je donne à mon grand frère. Le ministre de l'Intérieur nous accuse, cause Niger et Sinaseb, d'exécuter un projet ou un programme qui vient de forum d'un parti politique de l'opposition, comme il l'a dit, d'Abidjan. Je rappelle à qui veut l'entendre, que ces propos ne viennent pas pour la première fois. Parce que chaque fois que le régime en face de nous tremble, chaque fois que le régime perd les pédales, on veut vouloir politiser le mouvement des enseignants. Je rappelle, en 2007-2008, lorsque nous étions de plein pied dans le mouvement, lorsque d'ailleurs il y a eu les résiliations de 2009, le même gouvernement de Tanja, avec Hamma comme Premier ministre, nous accusait d'être manipulés par l'opposition. À ce moment, les Bazoum étaient à l'opposition. Je les défie aujourd'hui ouvertement. Si pendant tout le temps qu'ils étaient restés à l'opposition, si une seule fois, ils ont connu les syndicats des contractuels, et la réponse est là, parce qu'il dit que c'est même avec leur arrivée que le syndicat a été créé. Ça veut dire que quand ils étaient à l'opposition, ils n'ont jamais connu le SINASEB. Ils ne l'ont jamais connu. Je rappelle également, pendant la transition de Salou Jibo, lorsqu'il nous a reçus au palais présidentiel, la CNCE en mouvement, c'était la veille des élections deuxième tour. Il y avait 2 candidats qui partaient aux élections deuxième tour. Le président Salou nous reçoit et nous dit ceci: Mounkel, je sais que vous êtes manipulé par l'opposition. La réaction a été brute, très brute d'ailleurs. Arrêtez, monsieur le président. Excellence, vous parlez d'opposition, vous qui gérez une transition. Qui est à l'opposition? Est-ce que vous voulez nous dire que déjà parmi les 2 candidats, vous avez choisi celui qui doit aller à l'opposition? Donc aujourd'hui, que le sieur Bazoum, parce qu'ils ont pris le pouvoir, pense qu'on est encore manipulé par l'opposition, je pose encore la question. Au Niger, qui est opposant? Qui fait de l'opposition? Si c'est par rapport à nos mouvements, qu'ils reviennent, qu'ils prennent, le préavis est là. Qu'on nous dise, par rapport à l'exécution du communiqué conjoint, le point qu'ils ont réglé, qu'ils ne devraient pas faire l'objet de nouvelles revendications, là ils pourraient parler de manipulation. Je les mets au défi. Et puisque c'est lui le ministre en charge de l'Intérieur, c'est lui qui détient toutes les informations de ce pays, je les mets au défi. Puisqu'il a dit qu'ils ont des preuves, qu'ils fassent sortir les preuves de compromission de SINASEB ou de ses responsables par rapport à un quelconque parti, y compris les partis membres du pouvoir. Je les mets au défi.